Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Double assassinat dans la rue Morgue, suite. Mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire. En second lieu, et principalement, d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire, presque surnaturel, de l'agilité nécessaire pour l'accomplir. Vous direz sans doute, en vous servant de la langue judiciaire, que pour donner ma preuve, a fortiori, je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation. C'est peut-être la pratique des tribunaux, mais cela ne rentre pas dans les us de la raison. Mon objet final, c'est la vérité. Mon but actuel, c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix particulière, de cette voix aiguë ou âpre, de cette voix saccadée dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de deux témoins, et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés, de syllabisation. À ces mots, une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit. Il me semblait être sur la limite de la compréhension sans pouvoir comprendre, comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler. Mon ami continua son argumentation. Vous voyez, dit-il, que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée. Il était dans mon plan de démontrer qu'elles se sont effectuées de la même manière et sur le même point. Retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre. Examinons toutes les particularités. Les tiroirs de la commode, dit-on, ont été mis au pillage, et cependant on y a trouvé plusieurs articles de toilette intacts. Cette conclusion est absurde. C'est une simple conjecture. Une conjecture passablement niaise, et rien de plus. Comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient? Madame L'Espanaye et sa fille menaient une vie excessivement retirée, ne voyaient pas le monde, sortaient rarement, avaient donc peu d'occasion de changer de toilette. Ce qu'on a trouvé était au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux que possédaient vraisemblablement ces dames. Et si un voleur en avait pris quelques-uns, pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs? Pourquoi ne les aurait-il pas tous pris? Bref, pourquoi aurait-il abandonné les 4000 francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge? L'or a été abandonné. La presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet, dans les sacs. Je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt, idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent délivré à la porte même de la maison. Des coïncidences 10 fois plus remarquables que celle-ci. La livraison de l'argent et le meurtre commis 3 jours après sur le propriétaire se présentent dans chaque heure de notre vie sans attirer notre attention, même une minute. En général, les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués, qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités. Théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes. Dans le cas présent, si l'or avait disparu, le fait qu'il ait été délivré 3 jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence. Cela corroborerait l'idée d'intérêt. Mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés, si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque, il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qui l'a fait agir. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention, cette voix particulière, cette agilité sans pareille, et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes. Dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée, vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre, quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines, même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes.
Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture, et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux, des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois? Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. À leurs racines grumelées, affreux spectacle, adhérer des fragments de cuir chevelu. Preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup. Non seulement le cou de la vieille dame était coupé, mais la tête absolument séparée du corps. L'instrument était un simple rasoir. Je vous prie de remarquer cette férocité bestiale. Je ne parle pas des meurtrissures du corps de madame L'Espanaye. Monsieur Dumas et son honorable confrère monsieur Étienne ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contondant. Et en cela, ces messieurs furent tout à fait dans le vrai. L'instrument contondant a été évidemment le pavé de la cour sur laquelle la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit. Cette idée, quelque simple qu'elle apparaisse maintenant, a échappé à la police par la même raison qui l'a empêché de remarquer la largeur des volets, parce que grâce à la circonstance des clous, sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes. Si maintenant, subsidiairement, vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible, absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or, pour vous, qu'en ressort-il? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination? Je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question. Un fou, dis-je, aura commis ce meurtre. Quelque maniaque furieux échappé à une maison de santé du voisinage. Pas trop mal, répliqua-t-il, votre idée est presque applicable, mais les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne sont jamais accordées avec ce qu'on dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié. En outre, le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main. J'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de madame L'Espanaye. Dites-moi ce que vous en pensez. Dupin, dis-je complètement bouleversé, ces cheveux sont bien extraordinaires. Ce ne sont pas là des cheveux humains. Je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels, dit-il. Mais avant de nous décider sur ce point, je désire que vous jetiez un coup d'œil sur ce petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier. C'est un fac-similé qui représente ce que certaines dépositions définissent, les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles trouvées sur le cou de mademoiselle L'Espanaye et que M. Dumas et Étienne appellent une série de taches livides évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez, continua mon ami, en déployant le papier sur la table, que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence, que les doigts aient glissé. Chaque doigt a gardé peut-être jusqu'à la mort de la victime la terrible prise qu'il s'était faite, et dans laquelle il s'est moulé. Essayez maintenant de placer tous vos doigts en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. J'essayai, mais inutilement. Il est possible, dit Dupin, que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive. Le papier est déployé sur une surface plane, et la gorge humaine est cylindrique. Voici un rouleau de bois, dont la circonférence est à peu près celle d'un cou. Étalez le dessin autour et recommencez l'expérience. J'obéis, mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois. Ceci, dis-je, n'est pas la trace d'une main humaine. Maintenant, dit Dupin, lisez ce passage de Cuvier. C'était l'histoire minutieuse, anatomique et descriptive du grand orang-outan, fauve des îles de l'Inde orientale.
Tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature, la force et l'agilité prodigieuse, la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère. Je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre. La description des doigts, dis-je, quand j'eus fini la lecture, s'accorde parfaitement avec le dessin. Je vois qu'aucun animal, excepté un orang-outan et de l'espèce en question, n'aurait pu faire des marques telles que vous avez dessinées. Cette touffe de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier. Mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère. D'ailleurs, on a entendu 2 voix se disputer, et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un Français. C'est vrai, et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix, l'expression « mon Dieu ». Ces mots, dans les circonstances présentes, ont été caractérisés par l'un des témoins, Montagny le confiseur, comme exprimant un reproche et une remontrance. C'est donc sur ces 2 mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme. Un Français a eu connaissance du meurtre, il est possible, il est même plus que probable qu'il est innocent de toute participation à cette sanglante affaire. L'orang-outan a pu lui échapper. Il est possible qu'il ait suivi sa trace jusqu'à la chambre, mais que dans les circonstances terribles qui ont suivi, il n'ait pu s'emparer de lui. L'animal est encore libre. Je ne poursuivrai pas dans ces conjectures, je n'ai pas le droit d'appeler ces idées d'un autre nom, puisque les ombres de réflexion qui leur servent de base sont d'une profondeur à peine suffisante pour être appréciées par ma propre raison, et que je ne prétendrai pas qu'elles fussent appréciables pour une autre intelligence. Nous les nommerons donc des conjectures, et nous ne les prendrons que pour telles. Si le Français en question est, comme je le suppose, innocent de cette atrocité, cette annonce que j'ai laissée hier au soir, pendant que nous retournions au logis dans les bureaux du journal Le Monde, feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins, l'amènera chez nous. Il me tendit un papier et je le lus. Avis. On a trouvé dans le bois de Boulogne, le matin du courant, c'était le matin de l'assassinat, de fort bonne heure, un énorme orang-outan fauve de l'espèce de Bornéo. Le propriétaire, qu'on sait être un marin appartenant à l'équipage d'un navire maltais, peut retrouver l'animal après en avoir donné un signalement satisfaisant et remboursé quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardé. S'adresser rue numéro Faubourg Saint-Germain au 3e. Comment avez-vous pu, demandai-je à Dupin, savoir que l'homme était un marin et qu'il appartenait à un navire maltais? Je ne le sais pas, dit-il. Je n'en suis pas sûr. Voici toutefois un petit morceau de ruban qui, si j'en juge par sa forme et son aspect graisseux, a évidemment servi à nouer les cheveux en une de ces longues queues qui rendent les marins si fiers et si faraud. En outre, ce nœud est un de ceux que peu de personnes savent faire, excepté les marins, et il est particulier aux Maltais. J'ai ramassé le ruban au bas de la chaîne du paratonnerre. Il est impossible qu'il ait appartenu à une des 2 victimes. Après tout, si je me suis trompé en induisant de ce ruban que le Français est un marin appartenant à un navire maltais, je n'aurai fait de mal à personne avec mon annonce. Si je suis dans l'erreur, il supposera simplement que j'ai été fourvoyé par quelque circonstance dont il ne prendra pas la peine de s'enquérir. Mais si je suis dans le vrai, il y a un grand point de gagné. Le Français qui a connaissance du meurtre, bien qu'il en soit innocent, hésitera naturellement à répondre à l'annonce, à réclamer son orang-outan. Il raisonnera ainsi. Je suis innocent, je suis pauvre, mon orang-outan est d'un grand prix. C'est presque une fortune dans une situation comme la mienne. Pourquoi le perdrais-je par quelque niaise appréhension de danger? Le voilà, il est sous ma main. On l'a trouvé dans le bois de Boulogne, à une grande distance du théâtre du meurtre. Soupçonnera-t-on jamais qu'une bête brute ait pu faire le coup? La police est dépistée. Elle n'a pu retrouver le plus petit fil conducteur. Quand même on serait sur la piste de l'animal, il serait impossible de me prouver que j'ai eu connaissance de ce meurtre ou de m'incriminer en raison de cette connaissance. Enfin et avant tout, je suis connu. Le rédacteur de l'annonce me désigne comme le propriétaire de la bête.
mais je ne sais pas jusqu'à quel point s'étend sa certitude. Si j'évite de réclamer une propriété d'une aussi grosse valeur, qui est connue pour m'appartenir, je puis attirer sur l'animal un dangereux soupçon. Ce serait de ma part une mauvaise politique d'appeler l'attention sur moi ou sur la bête. Je répondrai décidément à l'avis du journal. Je reprendrai mon orang-outan et je l'enfermerai solidement jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée. En ce moment, nous entendîmes un pas qui montait l'escalier. « Apprêtez-vous, dit Dupin, prenez vos pistolets. Mais ne vous en servez pas, ne les montrez pas avant un signal de moi. » On avait laissé ouverte la porte cochère, et le visiteur était entré sans sonner et avait gravi plusieurs marches de l'escalier. Mais on eût dit maintenant qu'il hésitait. Nous l'entendions redescendre. Dupin se dirigea vivement vers la porte quand nous l'entendîmes qui remontait. Cette fois, il ne battit pas en retraite, mais s'avança délibérément et frappa à la porte de notre chambre. « Entrez, dit Dupin d'une voix gaie et cordiale. Un homme se présenta. C'était évidemment un marin, un grand, robuste et musculeux individu, avec une expression d'audace de tous les diables qui n'était pas du tout déplaisante. Sa figure, fortement hâlée, était plus qu'à moitié cachée par les favoris et les moustaches. Il portait un gros bâton de chêne, mais ne semblait pas autrement armé. Il nous salua gauchement, et nous souhaita le bonsoir, avec un accent français, qui, bien que légèrement bâtardé de Suisse, rappelait suffisamment une origine parisienne. « Asseyez-vous, mon ami, dit Dupin. Je suppose que vous venez pour votre orang-outan. Sur ma parole, je vous l'envie presque. Il est remarquablement beau, et c'est sans doute une bête d'un grand prix. Quel âge lui donnez-vous bien ?» Le matelot aspira longuement, de l'air d'un homme qui se trouve soulagé d'un poids intolérable, et répliqua d'une voix assurée. « Je ne saurais trop vous dire, cependant, il ne peut guère avoir plus de 4 ou 5 ans. Est-ce que vous l'avez ici ? » « Oh non, nous n'avions pas de lieu commode pour l'enfermer. Il est dans une écurie de manège, près d'ici, rue du Bourg. Vous pourrez la voir demain matin. Ainsi, vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété. » « Oui, monsieur, certainement. »« Je serais vraiment peiné de m'en séparer, dit Dupin. »« Je n'entends pas, dit l'homme, que vous ayez pris tant de peine pour rien. Je n'y ai pas compté. Je payerai volontiers une récompense à la personne qui a retrouvé l'animal. Une récompense raisonnable, s'entend. »« Fort bien, répliqua mon ami. Tout cela est fort juste, en vérité. Voyons, que donneriez-vous bien ? » « Ah, je vais vous le dire. Voici quelle sera ma récompense. Vous me raconterez tout ce que vous savez relativement aux assassinats de la rue Morgue. » Dupin prononça ces derniers mots d'une voix très basse et fort tranquillement. Il se dirigea vers la porte avec la même placidité, la ferma et mit la clef dans sa poche. Il tira alors un pistolet de son sein et le posa sans le moindre émoi sur la table. La figure du marin devint pourpre, comme s'il en était aux agonies d'une suffocation. Il se dressa sur ses pieds et saisit son bâton. Mais une seconde après, il se laissa retomber sur son siège, trembla violemment et la mort sur le visage. Il ne pouvait articuler une parole. Je le plaignais du plus profond de mon cœur. « Mon ami, dit Dupin d'une voix pleine de bonté, vous vous alarmez sans motif, je vous assure. Nous ne voulons vous faire aucun mal. Sur mon honneur de galant homme et de Français, nous n'avons aucun mauvais dessein contre vous. Je sais parfaitement que vous êtes innocent des horreurs de la rue Morgue. Cependant, cela ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqué. Le peu que je vous ai dit doit vous prouver que j'ai eu sur cette affaire les moyens d'information dont vous ne vous seriez jamais douté. Maintenant, la chose est claire pour nous. Vous n'avez rien fait que vous ayez pu éviter, rien à coup sûr qui vous rende coupable. Vous auriez pu voler impunément, vous n'avez même pas été coupable de vol, vous n'avez rien à cacher, vous n'avez aucune raison de cacher quoi que ce soit. D'un autre côté, vous êtes contraint par tous les principes de l'honneur à confesser tout ce que vous savez. Un homme innocent est actuellement en prison, accusé du crime dont vous pouvez indiquer l'auteur. Pendant que Dupin prononçait ces mots, le matelot avait recouvré en grande partie sa présence d'esprit, mais toute sa première hardiesse avait disparu.
Que Dieu me soit en aide, dit-il après une petite pause. Je vous dirai tout ce que je sais sur cette affaire, mais je n'espère pas que vous en croyiez la moitié. Je serais vraiment un sot si je l'espérais. Cependant, je suis innocent, et je dirai tout ce que j'ai sur le cœur, quand même il m'en coûterait la vie. Voici en substance ce qu'il nous raconta. Il avait fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien. Une bande de matelots dont il faisait partie débarqua à Bornéo et pénétra dans l'intérieur pour y faire une excursion d'amateurs. Lui et un de ses camarades avaient pris l'orang-outan. Ce camarade mourut et l'animal devint donc sa propriété exclusive à lui. Après bien des embarras causés par l'indomptable férocité du captif pendant la traversée, il réussit à la longue à le loger sûrement dans sa propre demeure à Paris, et pour ne pas attirer sur lui-même l'insupportable curiosité des voisins, il avait soigneusement enfermé l'animal jusqu'à ce qu'il l'eût guéri d'une blessure au pied qu'il s'était faite à bord avec une esquille. Son projet finalement était de le vendre. Comme il revenait une nuit, ou plutôt un matin, le matin du meurtre, d'une petite orgie de matelots, il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher. Elle s'était échappée du cabinet voisin, où il la croyait solidement enfermée. Un rasoir à la main, et toute barbouillée de savon, elle était assise devant un miroir, et essayait de se raser, comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître, en l'épiant par le trou de la serrure. Terrifié en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce, parfaitement capable de s'en servir, l'homme, pendant quelques instants, n'avait su quel parti prendre. D'habitude, il avait dompté l'animal, même dans ses accès les plus furieux, par des coups de fouet, et il voulut y recourir cette fois encore. Mais en voyant le fouet, l'orang-outan bondit à travers la porte de la chambre, dégringola par les escaliers, et profitant d'une fenêtre ouverte par malheur, il se jeta dans la rue. Le Français désespéré poursuivit le singe. Celui-ci, tenant toujours son rasoir d'une main, s'arrêtait de temps en temps, se retournait, et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait, jusqu'à ce qu'il se vît près d'être atteint. Puis il reprenait sa course. Cette chasse dura ainsi un bon bout de temps. Les rues étaient profondément tranquilles, et il pouvait être 3 heures du matin. En traversant un passage derrière la rue Morgue, l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre de madame L'Espaneille, au 4e étage de sa maison. Il se précipita vers le mur, il aperçut la chaîne du paratonnerre, y grimpa avec une inconcevable agilité, saisit le volet qui était complètement rabattu contre le mur, et en s'appuyant dessus, il se lança droit sur le chevet du lit. Toute cette gymnastique ne dura pas une minute. Le volet avait été repoussé contre le mur par le bond que l'orang-outan avait fait en se jetant dans la chambre. Cependant, le matelot était à la fois joyeux et inquiet. Il avait donc bonne espérance de ressaisir l'animal, qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré, et d'où on pouvait lui barrer la fuite. D'un autre côté, il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison. Cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif. Il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre, mais quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre située assez loin sur sa gauche, il se trouva fort empêché. Tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise, dans l'excès de sa terreur. C'était alors que s'élevaient les horribles cris qui, à travers le silence de la nuit, réveillèrent en sursaut les habitants de la rue Morgue. Madame L'Espaneille et sa fille, vêtues de leur toilette de nuit, étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il avait été fait mention, et qui avait été traîné au milieu de la chambre. Il était ouvert, et tout son contenu était éparpillé sur le parquet. Les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre, et à en juger par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris, il est probable qu'elles ne l'aperçurent pas tout de suite. Le claquement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent. Quand le matelot regarda dans la chambre, le terrible animal avait empoigné madame L'Espaneille par ses cheveux qui étaient épars et qu'elle peignait, et il agitait le rasoir autour de sa figure, en imitant les gestes d'un barbier.
La fille était par terre, immobile, elle s'était évanouie. Les cris et les efforts de la vieille dame, pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête, eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de l'orang-outan. D'un coup rapide de son bras musculeux, il sépara presque la tête du corps. La vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents. Il lançait du feu par les yeux. Il se jeta sur le corps de la jeune personne. Il lui ensevelit ses griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte. Ses yeux égarés et sauvages tombèrent en ce moment sur le chevet du lit, au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître, paralysé d'horreur. La furie de la bête, qui sans aucun doute se souvenait du terrible fouet, se changea immédiatement en frayeur. Sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment, elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action, et bondissait à travers la chambre dans un accès d'agitation nerveuse, bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements, et arrachant les matelas du lit. Finalement, elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée, dans la posture où elle fut trouvée, puis celui de la vieille dame, qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre. Comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé, le matelot épouvanté se baissa, et se laissant couler le long de la chaîne sans précaution, il s'enfuit tout d'un trait jusque chez lui, redoutant les conséquences de cette atroce boucherie, et dans sa terreur abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son orang-outan. Les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi mêlées au glapissement diabolique de la bête. Je n'ai presque rien à ajouter. L'orang-outan s'était sans doute échappé de la chambre par la chaîne du paratonnerre, juste avant que la porte fût enfoncée. En passant par la fenêtre, il l'avait évidemment refermée. Il fut rattrapé plus tard par le propriétaire lui-même, qui le vendit pour un bon prix au jardin des plantes. Le bon fut immédiatement relâché après que nous eûmes raconté toutes les circonstances de l'affaire, assaisonné de quelques commentaires de Dupin dans le cabinet même du préfet de police. Ce fonctionnaire, quelque bien disposé qu'il fût envers mon ami, ne pouvait pas absolument déguiser sa mauvaise humeur en voyant l'affaire prendre cette tournure, et se laissa aller à un ou deux sarcasmes sur la manie des personnes qui se mêlaient de ses fonctions. « Laissez-le parler, dit Dupin, qui n'avait pas jugé à propos de répliquer. Laissez-le jaser. Cela allégera sa conscience. Je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain. Néanmoins, qu'il n'ait pas pu débrouiller ce mystère, il n'y a nullement lieu de s'en étonner, et cela est moins singulier qu'il ne le croit, car en vérité notre ami le préfet est un peu trop fin pour être profond. Sa science n'a pas de base. Elle est tout en tête et n'a pas de corps, comme les portraits de la déesse Laverna, ou, si vous aimez mieux, tout en tête et en épaules, comme une morue. Mais après tout, c'est un brave homme. Je l'adore particulièrement pour un merveilleux genre de Kant, auquel il doit sa réputation de génie. Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas.